Ta mère est une aventurière, le podcast des darons badass. Toum Alexandra David-Nel. Alexandra David-Nel. Salut, moi c'est Emma, coach équipière de Projet Badass. J'accompagne les créateurs d'aventures dans leur concrétisation, que ce soit côté pro, création de podcast ou vie perso. Dans ce podcast, au fil des épisodes, tu entendras le témoignage de mères aventurières et je partagerai avec toi mes inspirations, mes expériences et mes tips pour construire le projet aventureux de tes rêves. J'espère que tu vas te sentir inspiré et motivé. Allez, c'est parti, on y va. Est-ce que pour toi aussi, Alexandra David-Nel a d'abord été une station de tramway près de la porte de Vincennes ? Bon, que ce soit ou non le cas, je te propose aujourd'hui plutôt de découvrir l'incroyable exploratrice que cette femme a été, avant d'être une station du coup. Je sais pas si c'est la réincarnation qu'elle avait prévue. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je me suis basée sur la biographie de Laure Dominique Agnel, qui s'appelle Alexandra David-Nel, exploratrice et féministe. C'est une biographie qui se lit vraiment comme un roman tellement sa vie est ouf. Ça raconte la vie d'une femme blanche bourgeoise qui part voyager seule en Asie, enfin seule, avec des serviteurs. Et d'ailleurs j'ai adoré ce livre pour plusieurs aspects, le côté aventurière, féministe, hyper badass d'Alexandra David-Nel, et en même temps le récit historique, c'est-à-dire qu'en découvrant le récit de vie d'Alexandra David-Nel, on découvre aussi toute la période de fin 19e, début et première moitié même du 20e siècle, voilà, avec des voyages, des rapports au voyage qui sont différents, enfin voilà, ça en dit long aussi sur la période, et j'ai trouvé ça très intéressant. Et aussi, ça parle de bouddhisme, et ça aussi, ça m'a plu, d'aborder le bouddhisme, et d'en saisir certains aspects. Dans cet épisode, je vais te parler un petit peu je vais te parler d'Alexandra David-Nel, du coup. Je vais faire de mon mieux pour faire un récit de sa vie qui soit proche des faits, en tout cas des faits qui sont relatés dans la biographie de Laure Dominique Agnel. Ceci dit, je me base sur mes notes de lecture, mais je suis pas à l'abri de faire des bourdes, voilà. Donc je t'encourage à lire le livre si vraiment tu veux des sources fiables. Mais bon, je vais quand même faire de mon mieux, hein. Je vais pas te raconter n'importe quoi normalement. Et par ailleurs, si tu as des informations ou que tu notes des informations erronées dans cet épisode, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire ou par message. À côté de ce récit de vie, je vais te parler aussi de ce qu'elle m'inspire. Donc ça, d'une manière plus personnelle, les valeurs et ce que ça réveille chez moi, d'une certaine manière. Allez, je me lance. Louise Eugénie Alexandrine Marie David, plus connue sous le nom d'Alexandra David-Nel. Non. Alexandra David-Nel naît en 1868. Dans ce que j'ai lu, elle a une relation assez distante avec sa mère qui, encore une fois, d'après ce que j'ai lu, voulait plutôt un garçon. Et ensuite, Alexandra a eu un petit frère qui est mort à l'âge de 6 mois et suite à ça, sa mère en gros a perdu la joie de vivre. Du coup, la relation est assez distante, peu démonstrative, et je sais pas comment ça s'est passé en vrai, et je suis sûre que sa mère a fait de son mieux. Cependant, ce qu'en retient quand même Alexandra David-Nel, c'est une relation froide et elle est pas très attachée à sa mère, quoi. Elle a beaucoup plus de tendresse et d'attachement pour son père, qui est peu présent à la maison, enfin en tout cas beaucoup moins que sa mère, mais avec qui elle partage plus de choses. Son père était instituteur
et anarchiste, j'ai envie de dire. C'est quelque chose de très présent. Il fréquente les milieux politiques anarchistes, il fréquente Victor Hugo, donc Alexandra David-Néel connaîtra Victor Hugo par son père. Il a dû s'exiler suite à la prise de pouvoir de Napoléon III, qui s'est autoproclamé empereur. Enfin, c'est quelque chose de très vivant et du coup dans lequel Alexandra David-Néel va grandir. Ce milieu intellectuel et cet engagement politique. C'est quelque chose qui est très présent dès son enfance et qui finalement va la marquer. Enfin, en tout cas, elle va s'en saisir puisque toute sa vie, finalement, ce seront des choses qui vont l'accompagner. Dès ses premières années, elle se barre, soit elle sort du jardin, soit elle fugue dans le bois de Vincennes, près duquel elle habite. En tout cas, cette évasion, elle est présente dès ses premières années de vie, quand elle est toute petite, et ça la suit, parce que ado, elle fugue encore. C'est vraiment une liberté qu'elle prend dès le début, quoi. Et qui bien sûr ne plaira pas à ses parents. Elle va être inscrite dans des pensionnats, d'abord un pensionnat protestant et puis ensuite un pensionnat catholique. Et elle y développe une curiosité pour les croyances religieuses, la théologie. Elle teste sur elle-même des austérités d'ascètes, des jeûnes, des recettes particulières, des tortures corporelles, enfin toutes sortes de choses qui sont liées à la religion et à la spiritualité. À côté de ça, elle continue de fréquenter des cercles intellectuels avec son père, qui sont renommés, et elle lit également de la littérature comme Jules Verne. Et il y a une flamme qui s'allume, en tout cas qui se révèle un petit peu avec ses lectures, où elle se dit que ça la fait rêver. Elle se dit que un jour elle aura elle aussi une vie de voyageuse et de personnage de roman de Jules Verne, quoi. Quand elle fugue et quand elle voyage, j'ai trouvé ça intéressant d'apprendre qu'elle porte un anneau et qu'elle se fait appeler Madame, pour qu'en fait on la laisse tranquille, parce qu'une jeune fille n'est pas censée voyager seule à l'époque. Donc elle se prémunit de certaines questions embarrassantes et de certaines agressions aussi, dues au fait qu'elle ne soit pas mariée. À côté de ça, son chemin spirituel, j'ai envie de dire, devient plus clair. Elle est attirée par le bouddhisme et géographiquement par l'Asie. Elle se convertit au bouddhisme à 24 ans et elle fréquente le musée Guimet, qui est le musée national des arts asiatiques à Paris. Elle étudie vraiment profondément le bouddhisme et elle a envie de partir sur le terrain pour le découvrir de l'intérieur. Cependant, pour l'instant, ses écrits et sa passion pour le bouddhisme ne payent pas et elle a besoin d'argent. Et alors elle devient cantatrice. Ça, je ne savais pas du tout qu'Alexandra David-Néel était cantatrice. Ce qui lui permet du coup de voyager. Elle fait des tours, elle va chanter en Indochine, à Athènes. Elle voyage grâce à ce métier-là. Elle gagne de l'argent, ce qui est quand même essentiel pour elle, forcément. Et aussi de vivre d'une passion, en tout cas d'un métier qu'elle aime, quoi. C'est peut-être pas le métier passion qu'elle souhaiterait, qui serait plutôt du coup d'être orientaliste. Cependant, c'est un métier qu'elle apprécie. Lors d'une tournée à Tunis, elle rencontre Philippe Nel, avec qui elle a une relation longue. Il la demande en mariage et elle refuse pendant pas mal de temps. Et finalement, en 1904, à 36 ans, elle se marie avec lui. C'est un mariage de raison et en même temps, j'ai envie de dire de déraison. C'est-à-dire qu'à la fois, le fait de se marier
donc je vais vraiment donner mon interprétation, mais de ce que j'ai compris qu'elle a pu ressentir, c'est que à la fois se marier, eh bien c'était s'enchaîner à un homme, et en même temps, à l'époque, c'est le seul moyen d'être libre, puisque une femme seule ne peut pas disposer de son propre argent, l'utiliser comme elle l'entend, alors qu'une femme mariée va pouvoir, par le biais de son mari, utiliser son argent. Se marier ne fait pour autant pas d'elle une femme au foyer. Elle reste engagée, féministe, anarchiste, et ils forment un couple qui est assez novateur pour l'époque. Ils sont mariés sous le régime de la séparation des biens, ils sont indépendants financièrement l'un de l'autre, ils participent tous deux aux frais du ménage, et ils envisagent même d'agrandir leur maison pour en fait avoir chacun leur espace. Et même en fait pour maintenant, je trouve que ça reste encore assez novateur, quoi, et peu conventionnel par rapport à la majorité. Et bien que leur couple marié soit assez libre, Alexandra Davinel, elle rêve toujours de voyage, de partir. Elle se lance dans l'écriture de livres pour oublier ses appels de voyage, mais ça tient pas longtemps. En fait, elle est toujours sujette à des gros coups de déprime. Elle a des grosses phases en fait de dépression. Et du coup, en 1907, Philippe, désemparé devant la tristesse de sa femme, lui propose de partir pour quelques lointains voyages. Elle saute sur l'occasion, elle part quelques mois qui se transformeront finalement en 14 ans de voyage. Donc en 1912, elle part pour l'Inde, et elle va dans le nord de l'Inde, dans l'état du Sikkim, entre le Bangladesh au sud et le Tibet au nord. Et là, elle va rencontrer le 13e Dalai Lama, donc ça c'est vraiment exceptionnel. Elle rencontre d'autres figures importantes du bouddhisme, et elle est reconnue, elle a vraiment des entretiens riches avec ces personnalités du bouddhisme, et déjà ça a un caractère exceptionnel pour un ou une occidentale, quoi. Là-bas, elle rencontre aussi Afur Yongden, qui est un lama de 15 ans, à qui elle propose de la suivre pour l'assister, et qui finalement la suivra jusqu'à sa mort à lui. Ce que j'ai découvert aussi dans cette biographie d'Alexandra Davinel, c'est que c'est une méga aventurière. Je veux dire, elle est audacieuse, insolente, elle ose. Elle part à l'autre bout du monde, ça demande beaucoup d'audace. Et en même temps, aujourd'hui, avec le regard qu'on peut avoir en 2022, il y a plein de choses qui sont assez ambiguës, comme du coup son rapport aux autres cultures et à l'altérité. C'est-à-dire qu'à la fois elle est extrêmement intéressée par le bouddhisme et par les cultures asiatiques, et en même temps elle entre dans le jeu des castes. Elle passera, malgré ses voyages, elle aura toujours des serviteurs, des domestiques. Il y a une partie aussi de son voyage en Inde où elle fréquente des milieux d'expats, entre guillemets, et où elle joue le jeu et où elle apprécie d'avoir de belles tenues en crinoline, des coiffures sophistiquées. Enfin voilà, il y a tout ce côté de la bourgeoisie expatriée, et en tout cas d'une sorte de suprématie blanche et de rapport un peu hiérarchique quand même, qui est présent. Et du coup son rapport
même au colonialisme ou au caste, il est extrêmement discutable par rapport au regard qu'on peut porter aujourd'hui. Elle s'est lancée dans des aventures de Maboule et en même temps elle avait quand même une place extrêmement privilégiée par rapport aux locaux, quoi. Donc comme je disais, elle est reconnue par des personnalités importantes du bouddhisme et elle se retire avec Aphoryoungden dans une grotte, enfin avec lui et avec d'autres domestiques, dans une grotte au nord du Sikkim où elle va suivre les enseignements d'un lama très reconnu. Donc elle va y apprendre et y perfectionner sa connaissance du tibétain, du sanskrit. Elle va apprendre certaines techniques de méditation et une forme de yoga aussi qui entraîne le corps à la résistance au froid. Bon, alors là, je fais peut-être un gros raccourci, mais en gros, c'est une technique particulière et elle entraîne aussi bien son esprit que son corps durant cette retraite dans cette grotte, dans laquelle d'ailleurs, près de laquelle elle fait construire une sorte de cabane, chalet. Après 2 ans à suivre ses enseignements et à vivre dans la grotte, Alexandra Davinel est reconnue comme une femme lama. C'est assez incroyable pour une femme occidentale en plus, d'avoir ce titre-là. En parallèle, c'est la Première Guerre mondiale qui éclate en Europe et en Chine et dans le nord de l'Inde. Enfin, cette région-là d'Asie est vraiment aussi touchée par les conflits mondiaux. Il y a des conflits avec le Japon, avec la Corée. Enfin, elle se réfugie dans un monastère en Chine et c'est là qu'elle va développer, perfectionner son plan pour rejoindre Lhasa, qui est alors situé entre la Chine et l'Inde tenue par les Anglais, et Lhasa est interdite d'accès aux étrangers par les Britanniques, qui à ce moment-là tiennent la ville. Elle fait une première tentative durant laquelle on la reconnaît assez rapidement et où du coup elle est gentiment ramenée à la frontière. Et elle fera une seconde tentative, donc toujours avec Aphoryoungden, et cette fois-ci elle arrivera à Lhasa uniquement avec lui. Au cours de ce deuxième voyage, ils mettent toutes les chances de leur côté, c'est-à-dire que ils se travestissent, donc Alexandra Davinel met de la suie sur son visage, elle ancre ses cheveux pour qu'ils soient vraiment noirs, elle les rallonge avec des criniaques, elle est habillée en mendiante, enfin vraiment c'est... là pour le coup ses compétences de cantatrice et de tragédienne lui sont très utiles. Et ensuite ils vont traverser les villages de nuit, ils mendient, ils prennent des routes qui sont... des axes vraiment secondaires où il y a peu de monde. Et ils connaissent la faim, ils connaissent le froid. C'est vraiment des conditions extrêmement difficiles et qui leur permet... Du coup, ils passent aussi sur des cols extrêmement hauts, parfois enneigés. Enfin, c'est vraiment des conditions extrêmes que personne ne soupçonne possible de prendre, et je pense encore moins par une étrangère, quoi. Et ça porte ses fruits puisqu'en 1924, quand elle a 56 ans, Aphoryoungden et Alexandra Davinel arrivent dans Lhasa. Donc après ce très long périple dans les montagnes et le froid des montagnes de l'Himalaya, quoi. Et voilà, elle arrive dans un dépouillement vraiment total. Et c'est intéressant parce que je trouve, elle reste seulement 2 mois à Lhasa. Et c'est pas forcément une ville finalement qu'elle appréciera beaucoup ou qu'elle trouvera belle. Et j'ai l'impression que ce qui meut le plus Alexandra Davinel, c'est le fait qu'on lui ait dit c'est interdit
d'aller à Lhasa. Ah ouais? C'est interdit? Bah on va voir. Et elle a relevé le défi, et la voilà à Lhasa. Finalement, qu'est-ce qui était le plus important? Est-ce que c'était vraiment Lhasa, ou est-ce que c'était relever le défi et finalement risquer sa vie comme ça pour montrer qu'elle était capable de le faire et de braver tout interdit. Du coup, elle revient en France, et quand elle revient en France, c'est un petit peu la désillusion pour elle, puisque elle veut faire adopter Afur Yongden à Philippe, par Philippe et elle, et elle le considère comme son fils. Et en fait, Philippe n'est pas du tout chaud. Lui, il ne connaît pas Afur Yongden. Et puis, sa femme s'est barrée pendant 14 ans. C'est rare que ce soit dans ce sens-là. En général, c'est plutôt dans les récits d'aventuriers, c'est en général plutôt la femme qui reste à la maison et le mec qui part en voyage. Et bon, on peut comprendre que Philippe soit un petit peu réticent aux nouvelles idées de sa femme qui revient de 14 ans de voyage. Donc Philippe, il va, un peu la bouder pendant pas mal de temps, pendant plusieurs années. Ils vont se voir vraiment succinctement. Et quand Alexandra Davinel va acheter une maison à Digne, elle va inviter Philippe dans cette maison. Et c'est à ce moment-là que Philippe va rencontrer vraiment Afur Yongden et qu'ils vont s'apprécier l'un l'autre. Voilà. Ensuite, quand elle revient, elle écrit son livre Une Parisienne à Lhasa, qui va vraiment bien se vendre, et elle devient véritablement une orientaliste extrêmement respectée, et avec la reconnaissance finalement qu'elle espérait peut-être. Donc elle fait une tournée de de conférences et elle est vraiment reconnue comme la Parisienne qui a réussi à entrer dans Lhasa, et ça c'est incroyable comme histoire. Moi, ce que je retiens du récit de la vie d'Alexandra Davinel, c'est d'abord son côté rebelle, insolente, intrépide, dès ses premières années, à fuguer, à être réfractaire à l'autorité, que ce soit celle de ses parents, ensuite à se refuser d'obéir à un mari, ou à l'armée britannique qui veut l'empêcher d'aller à Lhasa. Elle va même refuser de s'agenouiller devant le Dalai Lama, alors que c'est d'usage, mais parce qu'elle en fait elle a pas envie juste d'être assujettie à qui que ce soit. Son parcours aussi, il met en place pour moi, à mes yeux, vraiment deux autres qualités que j'admire. C'est sa détermination. Bon, là, c'est une détermination presque poussée à l'extrême, dans le sens où on lui dit de pas le faire, elle le fait, malgré quelque part les risques que ça peut comporter. Il y a presque, je trouve, un esprit un peu d'opposition dans cette volonté d'entrer à Lhasa. Et puis il y a la ruse que je trouve intéressante dans son parcours, c'est-à-dire que dès le début, elle porte, dès son adolescence, elle porte un anneau de mariage pour être libre de voyager. Ensuite, elle va se déguiser en mendiante. Enfin voilà, tout ce côté comédienne, encore une fois, tragédienne, qu'elle va pouvoir mettre en œuvre durant ses voyages et selon les situations pour elle échappe à des situations, notamment à une attaque de brigands en jouant quelque part des malédictions, en déclamant des malédictions de manière très dramatique, des malédictions auxquelles les Tibétains sont croyants. Puis voilà, il y a tout
l'aspect féministe où elle va prouver en fait qu'elle a de la valeur, même dans un milieu d'hommes, qu'elle a du courage. Elle vient montrer en fait toutes ces qualités qui peuvent être associées plutôt aux hommes masculins, bien qu'elle soit une femme. Et c'est une force de caractère, je trouve, qui est assez notable. Voilà pour moi, j'espère que tu auras appris des choses sur Alexandra Davinel ou que ça t'aura peut-être apporté d'autres angles de vue sur elle. Après voilà, je t'encourage à aller la découvrir par d'autres biais si ça t'intéresse. Si tu as envie de partager avec moi des éléments, encore une fois, de sa vie ou peut-être des valeurs différentes qui t'ont marqué pendant, à propos du récit de la vie d'Alexandra Davinel, n'hésite pas, soit à m'écrire sur mon compte Instagram dans le ventre2.venus, soit à m'envoyer un mail ou un pigeon voyageur. Voilà, je te souhaite une belle semaine, à dimanche prochain.